nous pourrions agiter tant de souvenirs communs. La première explosion fut suivie de deux autres, brèves et comme assourdies. En quelques minutes, les sirènes des ambulances, à la fois proches et lointaines, couvrirent tous les bruits de la ville. Nikiema leva d'instinct la tête vers la fenêtre et resta aux aguets, l'oreille tendue. Il entendit les voitures des sapeurs-pompiers parmi les ruines de Jinkoré, mais l'instant d'après, leurs hurlements lui semblèrent venir de l'autre bout de Marraine. On aurait dit que plusieurs incendies étaient en train de s'allumer l'un après l'autre dans tous les quartiers de la capitale. Je le revois quelques heures plus tôt dans le palais présidentiel. Les plus hauts responsables du pays étaient assis autour d'une longue table ovale, visage fermé. Le président ne les avait jamais sentis aussi tendus. Tous gardaient les yeux rivés sur lui. Ils savaient que c'était la fin de la guerre et la même question trottait dans leur esprit. Entre Nzo Nikiema et Pierre Castaneda, qui allait emporter la victoire finale? Ils ne voulaient pas rater le bon camp. J'étais là et je me disais, comme tout le monde, il me reste peu de temps pour négocier le virage. À cet instant précis, Nzo Nikiema pensait à un de ses homologues, un dictateur quelconque d'Asie ou d'Amérique latine, qui pouvait, sous prétexte de les remercier, convoquer tous ceux qui l'avaient servi dans son palais, parfois pendant de longues années. Après un émouvant discours sur leur loyauté, il les avait tous abattus avant de prendre la fuite. Pourtant, c'est d'une voix calme et forte, sa voix de tous les jours, que le président déclare en se tournant vers moi. J'ai chargé le colonel Chroma de faire le point de la situation. Nous apprécions tous ici la rigueur et la concision de notre collègue. Colonel, j'ouvre alors mon agenda et je promets de faire une brève présentation. Pendant que je parle, je lis dans tous les regards la même lancinante question. Mais qui est-il donc ce type? Ils n'ont jamais rien pu lire à travers moi et ils détestent ça. Bien sûr, ma position même a de quoi les inquiéter. Le patron des renseignements généraux est supposé savoir ce qu'il cache au monde entier. Pourtant, ça, ils s'en fichent un peu. Ils peuvent détourner des sommes colossales, trafiquer des devises par dizaines de millions, ou mener une vie de débauche. Tant qu'ils restent du bon côté, ils n'ont pas de soucis à se faire. Non, je ne suis pas cet homme de l'ombre qui fait trembler les maîtres de l'heure. Ces salopards sont comme des jeunes gens au seuil de la vie, d'une magnifique insouciance et étonnamment doués pour le bonheur. Ils croient en leur bonne étoile. Rien ne leur fait peur et ils pensent pouvoir mystifier le destin d'une petite femme de corps si jamais il s'avise de les emmerder. Ils se demandent surtout ce que je fais parmi eux. Dans leur esprit, un officier supérieur, ce sont des tenues d'apparat, avec des médailles et des rubans aux couleurs vives. Ils l'imaginent pensant, pensu et épanoui, un peu dépravé et au moins canaille, avec de grands gestes et une voix tonitruante. Bref, c'est quelqu'un de leur monde. Moi, je suis bien trop calme, bien trop mal fagoté, à leur goût. Même dans les grandes occasions, j'arbore un ensemble gris ou bleu très sobre. Je n'ai jamais porté de cravate de toute ma vie, et d'ailleurs certains d'entre eux me haïssent pour cette seule raison. Genre, pour qui il se prend celui-là? Il croit que ça nous plaît d'étouffer sous nos cravates? Il y a des gens, ça les rend malades, quand vous ne faites pas tout comme tout le monde. Avec ma barbichette, les poils en désordre sur mes joues creuses et mes lunettes de myope, je n'ai pas le profil du dignitaire tel qu'ils l'entendent. Ils savent aussi que je mène une vie rangée et que je ne suis pas du tout enrichi. Ça ne m'empêche pas de liquider des tas de gens au nom de la stabilité de l'État et d'être de tous les coups tordus. Eux sont complètement corrompus, mais seraient incapables de faire du mal à une mouche. Comment s'y retrouver?
D'habitude, mes synthèses sont des modèles de clarté et je me contente de rapporter des faits précis. Cela permet à Nzo Nikiema de prendre très vite les bonnes décisions. Mais aujourd'hui, tout est confus dans ma tête. Je manque visiblement d'assurance. Les petits malins que j'ai en face de moi n'écoutent jamais les paroles. Ils lisent les signes. Et tout dans mon attitude leur annonce la chute imminente de Nzo Nikiema. Un détail n'a du reste échappé à personne. Je n'ai pas sur la tête cette fameuse casquette rayée qui fait partie de ma légende. Le président Nikiema m'avait autorisé à ne jamais l'enlever, même en sa présence. Alors, le simple fait de ne pas l'avoir sur moi, ça sème la panique dans les rangs. Quelques jours plus tard, seul dans son refuge de Jinkore, Nzo Nikiema devait d'ailleurs se faire la réflexion suivante. Ce crâne nu du colonel Chroma, labouré de plaies mal cicatrisées, d'un rose grotesque, eh bien cela annonçait la fin. Heureusement pour moi, j'ai pu décoder à temps le message des dieux. C'est peut-être cela qui l'a sauvé. La veille, j'avais promis à Pierre Castaneda de neutraliser Nikiema. Ça veut dire quoi, neutraliser ? M'avait-il demandé en se lissant la moustache, les yeux plissés. L'éliminer. On a une réunion au palais. Demain, en fin d'après-midi, je le descends dans son bureau. Non, je le veux vivant, celui-là. Castaneda tenait à faire souffrir Nikiema et probablement à le tuer de ses propres mains. C'est ce qui a permis à Nikiema de nous filer entre les doigts. C'est vrai qu'il a drôlement bien joué le coup, celui-là. Je repense aujourd'hui, un peu tard j'en conviens, à certains détails qui auraient dû le trahir. D'abord, la fermeté de sa voix, au cours de cette ultime réunion. Après avoir pris l'avis des autres militaires présents, il avait donné des ordres précis. Il n'arrêtait certes pas de fixer le portrait de Mamie Nation, son épouse, au-dessus de la rangée de vases de Chine juste en face de lui. Et peut-être aurais-je dû me poser des questions en le voyant croiser et décroiser les doigts sans arrêt. J'ai pensé qu'il était bien normal que tout le monde fût un peu nerveux un tel jour. J'ai eu tort. Tout ce qu'il nous a dit se ramenait à un seul mot, résistance. Après avoir dépeint Pierre Castaneda comme un aventurier, à la tête de ces petits gars, des jeunes désespérés, ivres de sang, il a ajouté : « Nous ne lui laisserons pas ce pays. » Nous tous, autour de la table, l'avons vu ensuite observer une pause avant de murmurer d'une voix qui se voulait profonde et définitive. « C'est la terre de nos aïeux. » Cela signifie exactement « c'est la terre de nos aïeux après tout. » Il n'avait pas prononcé ces deux derniers mots, mais chacun de nous les a entendus distinctement. Et nous avons alors pensé. C'est son sang royal qui parle. Nzo Nikiema, héritier du trône de Nimba, mourra ici plutôt que de prendre la fuite ou de se rendre. L'instant était quasi magique. C'est la terre de nos aïeux, après tout. Mais je n'avais pas compris que pour cela aussi, le sursaut de dignité, le panache, le barou d'honneur ou n'importe quoi de genre, c'était trop tard. En 30 ans, chaque jour, nous avons été une occasion de nous ressaisir et nous ne l'avons pas fait. Le moment était venu pour chacun de poursuivre seul sa route, vers une destinée incertaine ou vers une mort atroce. Nzo Nikiema, plus rusé que nous tous, cherchait juste à sauver sa peau. Il nous faisait son petit cinéma de patriote résolu, sans forfanterie, cependant, à se dresser face à l'étranger venu de loin pour s'emparer du pays. J'ai vraiment cru, et les autres aussi, que Nikiema refusait d'être, aux yeux des générations futures, celui qui avait permis une telle infamie. Comme nous avions la mémoire courte, comment avons-nous pu nous laisser duper par ces simagrées alors que nous l'avions vu, pendant tant d'années, marcher avec Pierre Castaneda, la main dans la main ?
Moins de 2 heures plus tard, il titubait comme un vieil ivrogne dans les rues de Marennes. Il faisait nuit et il était impossible de le reconnaître. Le plus difficile avait été d'arriver dans cette petite maison de Gincoré. Les miliciens de Pierre Castaneda tenaient les hauteurs de la ville et s'apprêtaient à lancer un second assaut contre le palais présidentiel. Ils étaient postés près des colonnes des bâtiments publics et à tous les carrefours. Il lui avait fallu jouer serré. Il ne devait ni en faire trop, ni se croire trop à l'abri dans les rues désertes de Marennes. Il devait, pour avoir la vie sauve, faire comme s'il sentait à chaque instant les regards des miliciens posés sur lui. Il avait décidé que si l'un d'eux lui demandait de s'arrêter, il éclaterait de rire et lèverait les yeux vers le ciel en disant n'importe quoi. Malgré la situation, il eut la force de se demander, pour plaisanter, s'il ne ferait pas mieux de déclamer de la poésie. Bien sûr, sa voix risquait de le trahir. C'est du qui tout double. Le milicien pouvait le descendre par pur caprice, ou secouer la tête avec une petite moue amusée. La chance fut de son côté, car il parvint à rejoindre sans peine la petite maison. Aussitôt la porte refermée, Nikiema s'assit sur le divan du salon. Ce n'était pas très habituel. Ce lit a une place dans la première pièce de la maison. Il aimait cet endroit, le seul où il avait de temps en temps connu un vrai bonheur. C'est au moment où il se débarrassait de son déguisement que retinrent les 3 explosions. Pendant que les sapeurs-pompiers sillonnaient les rues de Marennes en proie aux flammes, nous l'attendions sur la plage, à la sortie du tunnel secret. Castaneda ne tenait pas en place. J'étais moi-même excité à l'idée d'être le témoin de ce moment exceptionnel de notre histoire. La rencontre entre Nzo Nikiema et Pierre Castaneda sur la plage de Nawom, le dernier jour de la guerre. Dans de tels cas, la seule chose qui compte, c'est la toute première seconde. Ils se regarderaient dans les yeux et ils auraient le sentiment de ne s'être jamais vus auparavant. Jamais des années passées ensemble, malgré les années passées ensemble, ils se sentiraient de vrais étrangers l'un pour l'autre. Nzo Nikiema se dirait, et Castaneda aussi se dirait, c'est vrai, je n'ai jamais pensé qu'il était si différent de moi avant notre conflit. Et la guerre civile qui s'ensuivit, nous croyons trop bien nous connaître, et nous voilà debout sur la plage de Nawom, sous le regard dur de ces mercenaires ukrainiens aux lunettes noires et au visage lourd. Ce que je ne comprendrai pas dans cette unique seconde m'échappera pour l'éternité. Je ne saurai jamais pourquoi nous sommes devenus des ennemis et pourquoi il y a entre nous des milliers de cadavres et des ruines, des ruines, des ruines. Puis, Pierre Castaneda aurait malgré lui un pincement au cœur. Quel gâchis, mon petit, quel gâchis. On faisait un si beau tandem. Pourquoi t'es-tu soudain imaginé que tu pouvais devenir le vrai président d'un putain de vrai pays africain, juste comme ça? Tous deux se rappelleraient le temps où ils étaient comme des frères. Ils liquidaient à l'unisson leurs ennemis. Abel Mourigande, Prieto da Souza, et les autres dans une joyeuse complicité. Il n'était pas si costaud d'ailleurs à l'époque, Nzo Nikiema. Il faisait des cauchemars la nuit en pensant aux enfants des types qu'il avait égorgés ou étranglés. Au lieu de pleurer, les gamins sautillaient autour de lui, en riant comme des anges célestes, et il ne comprenait rien à leur jubilation, et il avait le cœur brisé. Ça lui retournait l'estomac, il vomissait parfois, et Castaneda, un dur parmi les durs, se moquait de lui. Il lui disait « Songe donc, mon petit, aux étoiles au-dessus de nos têtes, à toutes ces planètes qui glissent l'une à côté de l'autre, et songe aussi, comme le monde est immense avec ses forêts vierges, ses fleuves, qui n'en finissent pas d'être longs, et les gens attablés, un soir de juillet aux terrasses des restaurants de Washington Square. Tu crois que c'est important, à côté de ce profond et mystérieux bordel de la vie, des mioches qui pleurent leur connard de père, dans ce petit trou perdu? Pense au mouvement des astres, mon petit gars.
et buvons à notre amitié. Ella, Tim, Tamim. Encore une petite Premium Club. Ça se passait en effet souvent au Lézard Bleu, le bar de Tamim, dans l'arrière-cour sous le manguier. Ils descendaient leurs bouteilles de bière et bientôt il ne fut plus nécessaire de lui parler de Jupiter et de Pluton pour lui faire oublier ses crimes. Il s'était mis à aimer le sang, il ne faisait plus de cauchemars. Là, juste en face de la mer, toutes ces images auraient défilé très vite dans leur tête. Puis, pour se cacher à lui-même, cet instant d'abandon, Pierre Castaneda aurait lâché une de ces petites phrases énigmatiques dont il a le secret. Il aurait peut-être dit, en détaillant Nikiema avec dédain. Tu es déjà moins fier que sur tes photos officielles. Ce plaisir lui fut refusé. En effet, à la fin de la journée, nous dûmes nous rendre à l'évidence. Alors que nous l'attendions au bord de la mer, le président Nzo Nikiema était en route vers la frontière, ou peut-être même déjà en sûreté dans un pays voisin. Jamais victoire ne fut plus amère que celle de Pierre Castaneda. Il ne devait s'en prendre qu'à lui-même. Je pouvais régler cette affaire proprement, mais il avait tenu à avoir Nzo Nikiema vivant. Voilà ce que ça coûte d'être trop gourmand. Il ne put trouver le sommeil de toute la nuit. Pourtant, il ne se sentait pas inquiet. Il était allé plusieurs fois du salon à la chambre à coucher, puis dans l'atelier de Mumbi. Chaque fois, il avait fait craquer une allumette pour admirer un travail qu'elle n'avait apparemment pas eu le temps d'achever. Toutes sortes de figures géométriques, noires et blanches, cercles, losanges, triangles et carrés, peintes sur une calebasse. Nzo Nikiema se rappela le jour où elle avait commencé cette œuvre. Elle-même ne savait pas ce qu'elle voulait faire et disait se laisser guider par son instinct. Elle pensa aussi qu'il ne la reverrait plus jamais. Peut-être même n'en avait-il pas envie. Quel nom donner à ce qui l'avait lié à Mumbi Awele pendant toutes ces années? C'était le secret le mieux gardé de sa vie, et il le resterait. À qui pourrait-il d'ailleurs en parler désormais? Nzo Nikiema était conscient d'avoir peu de chances de ressortir vivant de la petite maison. Mais à mon avis, il n'excluait pas, une fois l'orage passé, de négocier sa survie. Il y avait dans le bunker, juste sous ses pieds, plus de secrets d'État que je n'avais pu en réunir au cours de toute ma carrière dans les services spéciaux. Des conversations enregistrées, des documents écrits de la main de Castaneda, et surtout la vidéo du meurtre de la petite Kavena, la fille de Mumbi. Nzo Nikiema le savait. Pour Pierre Castaneda, cela seul comptait. De tous ces crimes, c'était de manière étrange le seul qui lui fit encore honte. Il était prêt à tout pour en être disculpé. Nzo Nikiema se demanda toutefois perplexe. Prêt même à me laisser quitter le pays? Rien n'était moins sûr. C'était juste une possibilité, mais il ne l'intéressait pas pour le moment. Lui aussi voulait être innocenté du meurtre de la fillette. Moi, je n'y suis pour rien, se dit-il avec une exaltation où se mêlaient de la colère et un vague soulagement. Certes, pensa-t-il, il n'était innocent de ce crime que par hasard. Il en avait commis beaucoup d'autres, mais ce n'était pas une raison pour endesser celui de l'enfant de Mumbi. Et Mumbi elle-même, où s'en était-elle allée? Il n'en avait aucune idée. Quelques semaines avant sa chute, il était venu la voir et elle lui avait fait ses adieux par ces mots. C'est le moment de partir. Cela signifiait, c'est le moment ou jamais. C'était un pays où il fallait savoir partir à temps. Tant de pièges pouvaient se refermer à tout moment sur les gens, et un jour ils en étaient soudain réduits à assister impuissants à leur propre destruction. Mumbi lui remit un jeu de clés en évitant de le regarder. « J'ai les doubles, lui dit-elle. Il eut envie de lui demander pourquoi elle faisait cela, mais se retint.
Tous deux avaient compris depuis le début, et sans en avoir jamais discuté, qu'ils seraient parfois obligés de se parler par allusion, que dans sa position, il n'avait pas le choix, et que d'ailleurs, si Pierre Castaneda venait à découvrir leur relation, moins elle en saurait, mieux ce serait pour elle. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Presque 3 heures du matin, les bas quartiers de Marennes étaient devenus un immense brasier. Les secouristes essayaient de faire tant bien que mal leur travail. Le fugitif imagina les grosses citernes rouges des sapeurs-pompiers en train de s'arrêter devant une impasse. Le chauffeur freinait à mort au milieu de la rue, puis faisait marche arrière en lâchant de gros jurons. Pendant ce temps, montés vers le ciel, les cris de terreur des gamins transformés en torches vivantes. Sans doute aussi de jeunes fonctionnaires pleins de zèle avaient-ils tenu à être les premiers sur les lieux du sinistre. Et là, au milieu des flammes, dansant sur leurs visages, ils s'étaient mis à aboyer des ordres comme on leur avait appris à le faire à l'école supérieure d'administration de Marennes. Aucun d'eux n'avait la moindre chance d'échapper à la mort. Tous étaient condamnés à brûler vifs. Il se leva et se dirigea vers le frigo, sans savoir ce qu'il y cherchait. N'ayant pas faim, il se contenta de quelques gorgées de citronnade et retourna s'étendre sur le divan. Après une nuit agitée, et sitôt le matin, il avait envie d'un café bien serré. Il lui fallut cependant quelques secondes pour se souvenir qu'il devait se le préparer lui-même. Malgré l'heure tardive, je continue à inspecter le souterrain. Je n'ai rien fait d'autre que cela depuis mon arrivée. Ici, ramasser la moindre feuille trouvée par terre, la scruter longuement et la mettre dans un des 5 classeurs que j'ai ouverts. Il ne faut rien négliger, pas même ces petits bouts de papier froissé et couverts de taches de graisse. J'ai appris dans ma vie d'avant à quel point ils peuvent être utiles. Il suffit de se donner le temps de percer leurs secrets. Et du temps, j'en ai. Je ne le sentirai pas peser sur mes journées, car je ne manque pas de lecture. Je n'en reviens pas. De toutes les choses que je suis en train de découvrir, je ne me savais pas aussi mal informé. C'est parfois un peu vexant, je dois l'avouer. On peut aussi voir la chose du bon côté. Prendre ainsi la mesure de son ignorance, ça rend modeste.